Bien, votre attention s'il vous plaît. Donc nous allons donc avoir la dernière intervention qui clôture cette première convention Kamut. Elle sera réalisée par le frère Amenemat Ngomo qui va vraiment intervenir en clôture sur la thématique finale qui est un petit peu la conclusion, puisque le thème de cette convention c'était quel cadre
pour l'enseignement des savoirs et spiritualités ancestrales en Afrique. Quel cadre? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons un cadre? Quel cadre on doit construire? Donc c'est la chute de cette convention. Et donc il a une lourde responsabilité d'essayer de nous tracer une voie, un chemin de lumière. Donc Sèche Amémat, vous avez la parole. Merci. Je vais essayer de parler fort pour que le micro puisse projeter le son. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Privat Domo, en état civil. Parmi les jeunes, on m'appelle le charismatique. C'est un surnom que j'ai accepté. Auprès des hommes du troisième âge, auprès des vieillards, je suis l'apprenti sage. Car je suis pris des sages pour apprendre la sagesse. Dans la communauté canite, appelez-moi Amédémat. C'est-à-dire, Amen, Imana est en avant, est en tête. Chez les Écans, car je suis un Toumou, on m'appelle Meyemongoum. Je suis le fils de Ngomombe, lui-même fils de Mbe Abosolo. Abosolo Obama. Obama Moto, Moto, Ngongo Eyele. Eyele Obama. Obama Asso. Asso Msebe. Msebe Eba. Je suis de la Yon Eba. Eba Missem. Je suis aussi de la Yon Demissem. Missem Ze. Zonso. Songoro. Goro Oboa. Oba Mokom. Mokom Bokoko. Bokoko Bumba. Mba Asso. Asso Toumou. Je suis un Toumou. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un Okak. Je ne suis pas un Novumundan. Je ne suis pas un Ben. Je ne suis pas un Queen. Je ne suis pas un Petit Benanga. Ce sont des peuples frères. Je suis un Toumou, une Toumafili. Filikara. Et je peux arrêter là. Merci. C'est ainsi qu'on se présentait au quoi autrefois. Aujourd'hui, ça devient un espoir. Je vous applaudis. Il faut que l'on reprenne justement cette connaissance de soi qu'on avait en remontant les ancêtres, la généalogie. Donc ces ancêtres sont là avec moi maintenant et ils vont m'aider à vous entretenir sur un sujet, comme il a dit, d'une gravité importante. Le sujet porte sur les pères-ancres. J'ai entendu beaucoup pendant tout le temps de la Convention, les pères-ancres. Qu'est-ce que c'est? Et quelle est son importance sociale? Et quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour l'implémenter dans notre pays de Ghana? Voilà le thème que je vais essayer de développer devant vous. Alors, comment on va se présenter le plan de l'intervention? Naturellement, les définitions. Il faut définir certains mots. C'est la démarche scientifique qui l'impose. D'abord, définir le mot. Et quand nous avons le corpus sémantique, nous pouvons maintenant expliquer en détail certains aspects. Certains sont simples, d'autres sont plus ardus à comprendre. Mais il importe de définir les termes que l'on va utiliser par la suite. Donc, dès l'instant où j'aurai fait ce travail de définition, je vais ensuite vous montrer
de manière relativement claire l'importance qu'il faut accorder à l'éducation et l'instruction en prenant soin d'apporter les nuances qui existent entre l'éducation et l'instruction. Termes voisins, mais qui renvoient à des réalités différentes, quoique corrélées. Et puis, nous allons voir comment l'instruction et l'éducation se faisaient à Kama. Il est entré, le Sèche Molema, fondamentaux. Je vais rester dans le cadre méthodologique. Je vais entrer dans les questions de fond. Et quand j'aurai présenté les deux modèles qui existaient en Égypte, vous les voyez, le modèle At-Baït, Seba, sagesse, et le modèle Père Ankh, c'est-à-dire la maison de Dieu. Je vais ensuite voir comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui, à la lumière de ces connaissances qui sont rafraîchies, réactualisées, comment peut-on reprendre ce modèle en le modernisant à l'aune des éléments nouveaux que nous impose aujourd'hui la modernité. Et vous vous souvenez de l'intervention du maître Akam Angam qui faisait référence aux nouvelles technologies, notamment aux réseaux sociaux. C'est cet univers-là maintenant qu'il faut conquérir, qu'il faut maîtriser pour y insérer justement les enseignements à partir des traditions égyptiennes. Naturellement, il y a des préalables. Et ils ont commencé à être énoncés ici. C'est-à-dire qu'il faut défalsifier l'histoire eurocentrique dans laquelle nous vivons et qui est considérée comme étant la vérité. La vérité. Donc nous devons déconstruire ce modèle, le modèle arien, le modèle de suprématie occidentale. Il faut le déconstruire scientifiquement. Et puis il faut qu'on s'engage vers l'apprentissage de nos langues. On a vu que à chaque fois, que ce soit le Shemsumat, le Yogo Biatomo ou bien le Sèche Molema, ils ont mis en avant les langues africaines, ils ont fait un rapprochement avec le Medu Nature. Donc ce Medu Nature a permis l'éclosion des sciences. Les langues qui en découlent, c'est-à-dire nos langues, peuvent aussi être des langues scientifiques, des langues académiques qui veulent comprendre l'univers. C'est-à-dire que pour nous, le Tumu, le Togo sont des langues qui peuvent parfaitement être formalisées et donc décrire l'univers et l'esprit. Nous allons voir les conditions de faisabilité et de la mise en œuvre des Pères Ankh. Et enfin, je ferai une conclusion. Mais avant, je ferai un clin d'œil à Kwame Nkrumah, même s'il a déjà vu la politesse, il a mis l'accent sur Marcus Garvey. Moi, j'aime beaucoup Kwame Nkrumah. Chacun donc ses amours historiques et intellectuels. Voilà un peu le plan que je vous propose. Je vais essayer en 30-35 minutes de vous entretenir sur ces questions. Alors, quelques définitions. Quand on parle de Père Ankh, la maison de vie, il faut toujours faire référence aux origines. Le personnage de Narmer est un personnage central que beaucoup ici ignorent. Narmer sont les Grecs qui l'appellent comme ça. C'est Narimari ou bien Nyamou. C'est cet homme qui vient du Soudan, de Nubie, qui a des traits d'Africain. C'est lui qui va réunifier la Haute-Égypte, dont la capitale était Néken, que les Grecs appellent Hierakonpolis. Et c'est fait exprès de mettre des noms grecs. Vous connaissez l'impression que ça ne se passe pas en Afrique. Quand vous dites Néken, ça fait déjà un peu plus africain. Donc, il a réunifié la Haute-Égypte et il a réunifié la Basse-Égypte. La capitale de la Basse-Égypte, c'était Bouto, que les Grecs appellent Héliopolis. Dans ces différents lieux,
Il existait donc, bien entendu, des personnes qui maîtrisaient une certaine civilisation. Et en réunifiant la haute Égypte et la basse Égypte, Nari-Mari va créer la capitale Memphis. Pour les Grecs, retenez que pour les Africains, c'est Ménéfer. Ménéfer se trouve au centre des deux régions, de la haute Égypte et de la basse Égypte. Donc il a situé sa capitale au centre des deux régions qu'il a réunifiées. Je le dis parce que tout part de là. La civilisation dont nous parlons aujourd'hui, la civilisation Kemet, a connu son apogée grâce à cet homme qui a réunifié et qui a créé le premier royaume, le tout premier royaume sur la terre. Nous sommes là au 4e millénaire avant notre ère, précisément en 3100 avant Jésus-Christ. 3100. Où étaient les Juifs en 3100? Où étaient les Grecs en 3100? Les Assyriens, les Romains, les Perses? Où étaient-ils en 3100? Allez chercher. Mais nous, nous existons déjà. Et on voit l'homme, on voit le faciès, on sait à quel peuple il appartient. On ne peut pas dire à quelle race. On va tomber dans l'approche racialiste de l'Occident. Mais on voit bien que c'est un Kamite. Le Kamite, c'est quoi? Le Kamite, c'est l'homme ou la femme noire. Je répète, Kamite ou Kémite ou Kémitu, c'est l'homme ou la femme noire. Kémitu, c'est le pluriel. Pourquoi? Parce que la terre que nous avons désignée, la terre où nous vivions, nous l'appelions Kama. Pourquoi? À cause du limon. Le limon qui est noir et qui fertilise la terre d'Égypte par le Nil. Donc ce n'est pas des mots qui tombent du ciel, ce n'est pas des élucubrations, c'est l'observation et la désignation, la nomination de l'environnement. Donc une démarche parfaitement scientifique. Donc nous nous nommions les Kamites, ou alors les Kémites. Nous appartenons à la terre noire, nous appelions Kama. C'est ainsi qu'il est écrit dans les textes anciens. Et quand les Grecs viendront pour s'instruire, ils vont traduire Kama par Égyptos, qui a donné Égypte. Donc quand les Grecs anciens parlaient de l'Égypte, ils parlaient bien de Kama. Quand ils parlaient des Égyptiens, ils parlaient bien des Noirs. C'est plus tard, avec la pacification, on va assister à cette confusion. On ne sait plus qui est égyptien et qui est noir. Mais pourtant, quand on voit le faciès de Nari-Mari, on a bien affaire à un Afrique. Alors, l'éducation et l'instruction. L'éducation, de ce que j'ai pu lire, c'est la transmission des valeurs cardinales, c'est-à-dire des valeurs spirituelles, des valeurs morales, des valeurs mentales, le courage est une valeur mentale. Le courage qu'on donne aux enfants avant les rites. C'est cette transmission-là qui est l'éducation et qui est généralement assurée par la famille, le père, la mère, dans le contexte africain ancien, tous ceux qui sont au village, qui participent de l'éducation de l'enfant. C'est ça l'éducation. L'éducation. Et cette éducation se traduit par les proverbes, par les mythes, les légendes, les cosmogonies, les histoires qu'on racontait aux enfants, pour qu'ils s'imprègnent de l'éthos culturel, qu'ils s'imprègnent de l'environnement, de la culture du peuple dans lequel ils sont nés. Et on se rend compte que les légendes sont identiques. Parce que c'est le même peuple, simplement, qui a après migré et qui a gardé l'élément matriciel. Lorsque nous sommes en train de réaliser les bandes dessinées des différents mythes, légendes des peuples d'Afrique, nous sommes en train justement de voir les similitudes de mythes, et même les similitudes de noms, de lieux, de noms de personnages. Ça conforte effectivement l'idée que l'Afrique a une unité culturelle, comme l'a dit Cheikh Anta.
L'instruction, c'est davantage un enseignement formel que l'on donne à l'individu et qui repose sur la connaissance des choses par le biais scientifique, de l'objectivité. On parlait de mathématiques, on pourrait parler de géométrie. Tout ce qui, de manière objective, peut être compris par l'apprenti. Parce qu'après, il est capable de reproduire. Et donc, de produire. Il ne produit pas, il produit la civilisation. Et il n'y a pas que les connaissances physiques, il y a aussi les connaissances métaphysiques. Sachant que les connaissances métaphysiques précèdent les connaissances scientifiques, il vient de le montrer tout à l'heure. Je finis sur deux termes qui m'ont paru importants à préciser. Si nous voulons mettre en place les parents, ce n'est pas pour nous amuser, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour faire sensation, nous n'en sommes pas là. Nous avons un peu été traumatisés par les différentes couches historiques que nous avons reçues, les drames. Ce peuple, donc, pour qu'il se revivifie, pour qu'il renaît, a besoin donc de repartir aux sources. Il doit comprendre, effectivement, comme disait Hichem Soumad, qu'est-ce qu'il a perdu et qui avait de la valeur et qu'il lui faut absolument reconquérir. Il nous faut régénérer justement cette personnalité négro-africaine. Quand aujourd'hui, elle est aliénée, elle est acculturée, elle est dans le mimétisme occidental. Et ce n'est pas nous. Il le disait, les enseignements qui sont faits sur la base d'un corpus étranger ne correspondent pas à notre réalité ontologique. Donc, si nous voulons enseigner des choses à nos enfants, pour qu'ils se sentent épanouis, il faut que ces choses, on aille les chercher dans le passé, dans le retour aux sources canoniques. Et c'est quand on va réaliser cela que nous pourrons mettre en œuvre, comme disait Moutoundé, le projet civilisationnel de renaissance kamite. Il parlait de projet civilisationnel. Nous devons bâtir une nouvelle civilisation. On ne peut le faire qu'avec des éléments, des ingrédients culturels que nous aurions puisés en faisant ce retour à la Kamitia. Ah, l'importance sociale. Maintenant, pourquoi il faut l'implémenter? Parce que la renaissance ne se fera pas dans un seul foyer. Vous avez entendu la prêtresse Ama Mazama. Elle dit qu'elle évolue aux États-Unis, où elle travaille. Elle évolue en Guadeloupe, en Martinique, en Côte d'Ivoire. Elle est déjà venue 2 ou 3 fois à Libreville, au Gabon. Elle a bien compris que si nous voulons une renaissance kamite, elle doit se faire dans les 4 coins de la planète, où d'ailleurs l'Africain a été disséminé au cours de l'histoire. Nous avons été disséminés dans ces différents endroits, parfois par notre volonté, parfois contre notre volonté. Donc les pères hommes doivent s'installer partout. Forcément en compétition, en concurrence avec les écoles occidentales qui, de notre point de vue, sont en déphasage avec notre être intérieur. Vous voyez que la carte africaine, elle est retournée. Si vous dites la basse Égypte, c'est ici, du côté de la Méditerranée, c'est bas. Si vous dites la haute Égypte, c'est ici, du côté de la région des Grands Lacs, c'est haut. Voyez-vous? Donc pour les Kamites, voilà la véritable carte de l'Afrique. Et quand on dit haute Égypte, nous parlons de choses qui ont existé il y a des millénaires. Haute Égypte, c'est ici. Basse Égypte, c'est ici. C'est ici où naît le Nil.
dans la région de la RDC, de l'Ouganda, le Nil est ici, le plus grand fleuve d'Afrique. Et il descend. Le Nil descend. Il ne monte pas, il descend. Haute-Égypte, là où il y a le Nil, Basse-Égypte, où il vient se jeter en delta, dans la Méditerranée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette information qu'on vous donne. On a reconnu l'Afrique, on a réduit sa taille, mais ils ont gardé les noms. En gardant les noms, il y a la contradiction que je viens donc de relever. Donc le jour où nous allons commencer à nous en tenir à une cartographie camite, voilà comment se présentera la carte du Gabon. Si le Gabon existe encore en tant qu'État. Quand le but, c'est d'avoir un seul État fédéral continental qui ressemble à ça. Et là, vous avez les frontières que Imana a données au continent. Vous avez ici donc l'océan Indien, vous avez ici l'océan qu'on appelait à l'époque Éthiopia, qu'on appelait maintenant Atlantique, et vous avez ici la Méditerranée. Ce sont les seules frontières naturelles que Imana a données à notre continent. À l'intérieur, ce sont des frontières que les Caucasiens ont imposées pour nous diviser. Donc la renaissance camite, du point de vue géographique, c'est aussi, un, retourner la carte de Mercator, deux, agrandir la taille de l'Afrique, trois, revenir aux fondamentaux de Basse-Égypte et Haute-Égypte, et surtout considérer que l'Afrique n'a que trois frontières en réalité. La frontière des océans, à gauche et à droite, et puis la frontière de la mer Méditerranée en bas. Les frontières que nous connaissons quand on parle d'État fédéral continental africain. Maintenant que la définition des termes a été faite, progressons. D'abord, parlons d'éducation. Je vous ai montré la différence entre éducation et instruction. L'éducation se fait à la maison. D'abord. Parce que les valeurs que vous avez sont les valeurs que l'on vous donne à la maison. Apprendre à parler la langue, c'est à la maison. Apprendre à dire bonjour, à dire au revoir, à dire merci. La politesse, la courtoisie à la maison. Le respect à la maison. D'accord? La discussion respectueuse, c'est à la maison. Ce sont ces valeurs, en fait, qu'on apprend. Pourquoi? C'est parce qu'on a besoin de préserver la civilisation dans laquelle vous êtes désormais héritier. Donc on vous apprend les rudiments à la maison. C'est l'argument sociétal. Vous allez appartenir à une société qui a une civilisation. On vous donne les éléments pour comprendre la civilisation, parce que demain, vous serez également un producteur de cette civilisation. Vous allez apporter votre connaissance, votre savoir. Vous allez réaliser des choses qui resteront, qui viendront s'accumuler comme connaissance un jour, comme héritage pour la postérité. Et puis l'argument individuel. Vous avez besoin de vous épanouir. C'est un homme épanoui qui réalise des choses, c'est un homme tourmenté. Et l'éducation, à travers les valeurs qu'on vous donne, vous épanouit. Voici les deux objectifs de référence de l'éducation. Et ces valeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, vous permettent d'être un producteur de civilisation. Il y a la civilisation de l'être. Qui suis-je? Et le Sem Chomak et même Sèche Moulema ont insisté sur Atum, sur Ntu, sur Muntu. L'être humain. Ontologique, c'est-à-dire ce que vous êtes en tant qu'élément essentiel, en tant que personnalité fondamentale, ce que vous êtes. C'est la somme de l'être. Et comme vous devez vous définir en tant qu'être humain, il faut savoir quelles sont les personnes qui vous ont précédé et qui vous ont donné la vie. Avant, c'était une donnée, on va dire, normale, banale. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant un exploit, c'est-à-dire la généalogie. Un Kamite doit savoir qui il est.
connaître son père, sa mère, connaître son grand-père, sa grand-mère, et remonter aussi loin qu'il le peut. C'est ainsi qu'il se connecte à ses ancêtres. Et quand il pratique le culte des ancêtres, il n'oublie pas qui sont ceux qui l'ont précédé. Il n'oublie pas. Mais s'il rompt avec cette culture de l'ancestralité, il est bien évident qu'il perd sa matrice originelle. Et dès l'instant où il a perdu cette matrice, il a perdu ses racines. Et il est désormais comme une sorte de feuille morte qui vole au gré du vent, qui n'a plus de racines. C'est un peu le cas de l'Africain, tel qu'il a présenté. L'Africain, c'est bien perdant. Il y a des différentes caractéristiques, mais c'est vrai. Si on vous a coupé vos racines, vous êtes perdu, vous êtes ballotté, il faut revenir à une sorte de racine, à une sorte de racine que vous-même vous allez implémenter sur la base des connaissances que les pères ancres vont vous donner progressivement. Dans la situation de l'être, on nous apprend à être un homme social. Vous savez quoi, un homme social? Parce qu'il y a des hommes qui sont asociaux, des femmes qui sont asociales. C'est-à-dire que ces personnes refusent la société, refusent les règles de la société. Mais lorsque on nous apprend à respecter autrui, c'est-à-dire qu'un homme, il doit élever son fils en disant « Tu ne portes pas main à quelque personne que ce soit, et surtout pas à des personnes qui sont faibles physiquement, comme sont certaines femmes. » Il y a des femmes qui sont fortes, qui peuvent taper 2-3 hommes. On les appelle le sexe faible. C'est une domination occidentale. Le sexe fort, ce seraient les hommes. Non. Il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes, physiquement. Mais le respect, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, quand ce sont des enfants, des garçons et des filles, on dit qu'il faut discuter. On privilégie la discussion plutôt que la force. C'est vrai que ça nous a coûté cher. Parce que comme nous avons perdu l'habitude de nous battre, et qu'on mettait toujours sur la table la discussion, la palabre, quand les envahisseurs caucasiens, les Asiatiques sont venus, ils nous ont vaincus. Parce qu'ils étaient plus violents, plus habitués à la guerre. Ça, c'est une autre histoire. Donc, nous devons socialiser par l'éducation la jeune fille, le jeune garçon, en lui donnant des valeurs de respect, des valeurs d'amour, des valeurs de cohésion. C'est important. Mais ce n'est pas simplement un rapport avec autrui, avec l'homme. C'est aussi un rapport avec les autres éléments de la nature. Avec le règne animal. Il faut respecter les animaux. Et nous le faisions à une époque. Il faut respecter le règne végétal, des plantes, des arbres. Il faut respecter le règne minéral, les montagnes, les eaux. Quand on parle du génie, c'est autant d'éléments pour vous dire que respectez cela. Ne détruisez pas. On nous parle aujourd'hui d'écologie. Nous étions des écologiques bien avant l'heure. Parce que justement, dans la civilisation de l'être, où on devait socialiser la personne humaine, on lui intimait l'ordre de respecter non seulement l'humain, mais respecter aussi la nature. Pourquoi? Parce qu'il fallait garantir l'harmonisation. Parce que dans l'harmonie, nous avons l'ordre. Et l'ordre n'est pas simplement sociétal, il est aussi cosmique. Donc si nous sommes les fils d'Imana, nous devons participer au respect des lois qu'Imana établit. Et une des lois fondamentales, c'est l'ordre. Tout ce qui fait partie du désordre, du Nun, pour entrer dans l'ordre, établi par Atum. Il y a d'autres valeurs qui sont en train de se perdre, mais qui existaient bien à l'époque où on éduquait. C'est la complémentarité des gens, la paix dans les familles et la cohésion dans la communauté, la complémentarité des genres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme et la femme ne sont pas dans leur biologique égaux. C'est un mensonge. Nous ne sommes pas égaux, biologiquement. Nous ne sommes même pas sur le plan psychologique. Nous n'avons pas les mêmes hormones.
Nous sommes en réalité dissemblables, mais complémentaires. Complémentaires. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que dans la complémentarité, sur un plan mathématique, arithmétique, vous pouvez dire que la femme, là, elle a 10% de droit. Et l'homme, il en a 90. Ça fait 100. C'est complémentaire. L'homme a 30%, la femme en a 70. La femme en a 60, l'homme en a 40. C'est ça la complémentarité. Et puis, il y a une instance particulière de la complémentarité, qui est l'égalité. 50-50. Les Africains avaient compris que la société était si complexe dans sa nature qu'il fallait intégrer non pas l'égalité en tout point, mais la complémentarité. Je donne des exemples. Vous comprenez cela. Une femme tombe enceinte, son mari, ou son amant. L'homme a participé, d'accord, à la fécondation. Mais quand l'enfant est en germination dans le ventre de sa maman, l'homme n'a aucun droit. Aucun. Il a zéro droit. Zéro droit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une influence sur l'enfant. Si la femme décide, par exemple, de faire une interruption volontaire de grossesse, car il s'agit de son corps, l'homme ne peut pas, en fait, biologiquement, l'en empêcher. Elle a tous les droits sur l'enfant. C'est une réalité biologique. La femme là a 100% de droits, l'homme a 0%. Une affaire pourtant commune qu'ils ont mis ensemble. Voilà que la femme maintenant, elle, se retrouve avec tous les droits et l'homme n'a aucun droit. Et ça a duré comme ça pendant pratiquement 9 mois. Et quand l'enfant naît, l'homme commence maintenant à avoir les petits droits. Il commence à avoir 10%, il commence à avoir 20%. Ça, c'est l'exemple. Ça, c'est la biologie qui nous l'impose. Donc, quand on comprend ça, on sait que ce sont les femmes qui mettent au monde, ce n'est pas les hommes. Voilà. Donc, la femme a 100% de mettre au monde. L'homme a 0%. Un autre exemple. Donc, les femmes sont dans leur maison, à 4 h du matin, un bruit sourd, un voleur s'introduit. On va dire que la femme fait 1m76, le mari fait 1m95, il est baraqué, il est costaud. Il est clair, de façon naturelle, que ce n'est pas la femme qui va se lever et puis descendre, affronter le voleur. La femme sait naturellement dans son esprit que c'est l'homme qui a la testostérone, c'est l'homme qui a la force, c'est lui qui va aller défendre le foyer. Elle le sait. Et l'homme le sait aussi, il s'élève. Il a 100% de droit là. Il doit protéger la famille. Donc la femme va garder les enfants dans une chambre et l'homme ira affronter l'agresseur. Donc, nous ne concevons pas une approche égalitaire où la femme accouche cette année et puis c'est l'homme qui accouche l'année prochaine. Ça n'a aucun sens. Dans l'égalité, ce serait ça. On conçoit mal que si aujourd'hui le voleur est venu, l'homme l'a vaincu, demain ou après-demain, s'il y a un autre voleur, c'est maintenant la femme. Non! On n'est pas dans cette logique d'égalité. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour pouvoir justement comprendre ces concepts-là, il faut qu'on déprogramme ce qui nous a été imposé pendant si longtemps. Et qu'on revienne à des conceptions qui, elles, vous le voyez encore, sont scientifiques. Elles sont objectives. Ce n'est pas une simple conception, c'est une réalité que nous vivions. Et que dans l'expérimentation, dans l'expérience, nous avons formalisé. Et tout cela a permis à la société africaine de vivre sans que les hommes se battent avec les femmes. La spiritualisation. Je disais tantôt, il faut que chacun des êtres, masculins et féminins, fasse la quête de l'immortalité, la quête de son
sa réalité spirituelle qui est dans son corps, dans une enveloppe. C'est cette quête-là, en fait, que les Grecs ont appelé la transcendance, c'est-à-dire vouloir dépasser la réalité charnelle pour atteindre donc la réalité spirituelle et donc la fusion avec l'infini, la fusion avec Kama. Car dans notre acception spirituelle, en fait, ce que les Blancs appellent l'enfer, c'est la terre, où à chaque fois l'esprit se réincarne quand il n'a pas accédé au niveau de pureté qui lui permet de fusionner avec Osiris. Donc, tant qu'il n'a pas atteint cette pureté spirituelle, eh bien, il revient. Il revient, il se réincarne. C'est ça la conception que nous avons. Et quand désormais il est pur, quand dans la chambre de l'absolue vérité, où on pose son cœur sur la balance, et puis on pose sur l'autre balance la plume de la mat, c'est ça le symbole du jugement dernier que les chrétiens et puis les arabes ont plagié. Quand on pose sur une des planches, une des balances, pardon, le cœur, c'est lui qui est le réceptacle de toutes les actions que vous avez menées, et quand on pose la plume de la mat, si la plume de la mat est beaucoup plus légère, c'est que vous devez revenir sur la terre. Mais si vous êtes plus léger que la plume de la mat, alors vous pouvez fusionner avec Osiris. On reviendra sur les aspects d'Arak plus tard. Donc voyez-vous, la situation de l'ex, c'est cela. Mes origines, quel rapport je vais entretenir avec autrui, avec la nature, le cosmos, avec les femmes, puisque nous sommes censés mettre ensemble les enfants qui vont produire la situation. Quelle est la meilleure attitude à avoir pour assurer la paix des foyers et l'harmonie des communautés? C'est la complémentarité des genres, et non pas l'égalité, comme le prétendent les Occidentaux. Et ensuite, il faut que l'homme, qui va préparer son éternité, songe à accéder à la divinité. Par la quête, il accède aux différents savoirs qui lui sont donnés, et puis à ses propres révélations. Quels sont les procédés de transmission et d'apprentissage de ce qui est l'éducation? Langue maternelle et conjugale. Quand nous étions dans des sociétés monoculturelles et monolinguistes, c'est-à-dire que les Mpongwe sont entre eux, les Étangs sont entre eux, les Pounous sont entre eux, ils avaient une seule langue. Et ils parlaient donc cette langue qui portait la culture. Et l'enfant, naturellement, apprenait la même langue que son père et sa mère. Et comme c'est la mère qui lui parlait en premier, on parle de langue maternelle. Et s'il y avait la séparation, la maman continue à enseigner à l'enfant la langue, on parle de mère maternelle. Aujourd'hui, avec la mixité des couples, mixité qui participe de la réalisation de la nation gabonaise, eh bien, nous avons un parent qui parle Ipunu, né dans l'Angounien. Nous avons une mère qui parle au Mienne, né dans le Moyen-Orient. Les deux ne parlent pas la langue de l'autre. Eh bien, nous allons parler une langue qu'on appelle la langue conjugale. Ce sera, pour l'instant, par la volonté de l'histoire, le français. Mais ça produit, malheureusement, des inconvénients majeurs qu'il faut absolument lever. Le premier inconvénient, c'est que l'enfant va parler la langue française et ne parlera ni la langue de son père, pourtant riche en culture, ni celle de sa mère, tout aussi riche en culture. Dans une langue étrangère, avec des valeurs parfois qui ne sont pas des valeurs de son père ou de sa mère. Voilà une première chose, déjà. L'enfant n'est pas héritier de ces traditions africaines. Il est héritier des traditions occidentales imposées par la colonisation.
Alors que, si, et c'est possible, l'enfant parle la langue de son père, la langue de sa mère, la langue conjugale, il se nourrit de 3 cultures en même temps. 3. Mais 3 cultures, c'est mieux qu'une. Voyez-vous? Donc, le travail qu'il faut qu'on réalise, d'abord au niveau des parents, mais peut-être plus tard au niveau donc, politique, étatique, c'est des écoles d'apprentissage où la langue maternelle a été formalisée, c'est-à-dire qu'elle est lue, qu'elle est écrite et qu'elle est parlée. Pour l'heure, nos langues sont seulement parlées. Il faut qu'elles accèdent au statut académique par le fait qu'elles soient écrites, donc il faut donc la formaliser cette langue, et qu'elle soit lue. Ce travail doit être fait par toutes les communautés du Gabon, sinon il y aura absence de locuteurs, ce sont des langues qui vont disparaître. Et si les écrits existent, on pourra toujours apprendre cette langue. Moi, je n'ai pas appris la langue française en vivant en France. Je l'ai apprise avec les ouvrages didactiques du CP1 au CP2 et ainsi de suite. Les rites. Elle en a parlé un peu, Madame Amamazan. Oui, il y a les rites initiatiques, les rites de passage. Si nous voulons une complémentarité qui est assumée, complémentarité des genres assumée dans la société, il faut que les femmes aient une éducation de femmes, que les hommes aient une éducation d'hommes. Et puis il y a toujours des champs, des aires d'action mixtes. Oui. Je prends par exemple chez nous les écans. Les hommes sont, c'est leur lieu. Ils parlent de leurs choses. Des choses parfois qui n'intéressent pas les femmes. Les femmes seraient là, peut-être même qu'elles s'ennuieraient. Non pas la même psychologie. Pas les mêmes intérêts. Les femmes, elles sont dans leur cuisine. Où là-bas, elles parlent des choses entre elles. Les hommes n'entrent pas à la cuisine. C'est interdit. Les femmes n'entrent pas au corps de dame. Donc, les deux genres, chacun s'exprime dans son cadre. C'était ainsi. Hein. Les rites. Il y avait des rites pour les femmes, il y avait des rites pour les hommes, il y avait des rites mixtes. Si je prends Melan, Melan était un rite masculin, strictement masculin, interdit aux femmes. Mouvum était un rite féminin, strictement interdit aux hommes. Mboroyom était un rite mixte, où les hommes et les femmes peuvent apprendre Mboroyom. Vous avez vu le compteur de Betkel. Si c'est une femme, elle va compter, elle ne touche pas l'instrument. Parce que l'instrument est féminin. Et les égards ont proscrit l'homosexualité. Voilà pourquoi les femmes ne touchent pas l'instrument. Oyom. L'instrument s'appelle Oyom, ou bien un homme, et pas un bête. C'est une erreur. Donc, les rites initiatiques et le passage, il faut absolument qu'on les réalise. Également, les rites d'éducation sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le libertinage, dû à la libéralité, dû à la liberté suprême venue de l'Occident, les filles se comportent mal, les garçons se comportent mal, mais après, quand il faut se marier, quand il faut être responsable, les choses se compliquent. Les choses se compliquent. Il faut revenir à une moralisation. Et les rites y participent. Les femmes africaines étaient d'une grande pudeur, d'une très grande pudeur, difficile à conquérir, parce qu'elles y mettaient leur honneur et l'honneur de la communauté. Aujourd'hui, ici, c'est chacun pour soi, au nom de l'individualisme. On fait ce qu'elle veut. C'est plus tard qu'on se rend compte que c'est trompé. C'est l'homme qui fait ce qu'il veut. Plus tard, on se rend compte que c'est trompé. Il faut corriger ça à la base par justement la réhabilitation de ces rites initiatiques et de passage. Je ne reviens pas sur la quête individuelle. Il est clair que de plus en plus de personnes seront instruites sur la question
spirituelle, sur la spiritualité kamite, à travers les parents. Et si les rites sont réhabilités, il sera possible d'initier ceux qui le souhaitent, parce qu'on leur a montré, on leur a expliqué les choses en profane, initier au Melan, initier au Buti, initier au Mouvou, initier au Djambé, initier au Djobi. C'est-à-dire qu'on aura dédiabolisé cette conception des rites africains à travers le travail des parents, et les gens voudront, pour leur quête spirituelle, accéder à ces niveaux de science, justement métaphysique, pour essayer de savoir qui ils sont, en fait, leur but sur la terre, quelle est leur mission, qu'est-ce qu'ils doivent accomplir avant de mourir. Voilà pour ce qui est de l'éducation. Maintenant, parlons de l'instruction. Dans l'instruction, il y a comme objectif de référence la production de la civilisation. Nous sommes dans la civilisation de l'avoir, en fait. Maintenant, vous savez qui vous êtes en situation de produire. Vous pouvez faire des enfants, c'est un héritage que vous laisserez à la communauté, mais vous pouvez aussi faire des choses. Quand Diop nous a laissé des livres, c'est sa production intellectuelle. Shem Soumat également, il y en a qui nous ont laissé des voitures, d'autres des avions. Vous produisez sur la base de la que vous avez reçue. Il faut donc produire la civilisation pour qu'elle perdure, pour qu'elle ne meure pas. Et il faut maintenir, c'est important, un équilibre harmonique entre la matière et l'esprit. Il le disait, le maître Akam. Il fallait faire bon usage de la connaissance. Vous verrez justement que la connaissance n'était pas donnée. La connaissance n'était pas donnée à tout le monde. À tout le monde. Donc la connaissance n'est pas toujours démocratique. Au sens où le peuple a droit à la connaissance. Car le peuple, dans ses différents éléments, n'est pas toujours sage. Et si une personne qui n'est pas sage dispose d'une connaissance grave, il peut en faire mauvais usage. Et finalement faire du tort à la société. Donc, le maintien de l'équilibre harmonique entre la matière et l'esprit est fondamental. Et la phrase clé, c'est celle de Rabelais, je vais citer sous le contrôle de Moulema, qui est persuadé peut-être que c'est le moteur qui nous l'a laissé, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Effectivement, il faut avoir une conscience, pratiquer la science. Sinon, comme c'est le cas aujourd'hui, on détruit la planète. Cette civilisation de l'avoir possède du savoir-faire. Ce que vous avez créé, après vous l'aurez. Savoir-faire. On a vu le savoir-être, maintenant c'est le savoir-faire. Pour créer, pour produire. Créer quoi? Produire quoi? Mais des idées. Car tout commence d'abord par la réflexion. Et après par la matière. On a vu le plan du temple de Père Ambre que Maman Mazara veut construire en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il y a eu d'abord le plan architectural. C'est une conception de l'architecture. Et puis après, on a vu les travaux physiques. Donc, d'abord, produire l'idée. Et ensuite, l'idée est concrétisée. Elle est matérialisée. Et ça, c'est maintenant l'instruction. Donc, dans l'instruction, quand vous êtes enfant, on fait découvrir un peu l'environnement. Ce qui est dur, ce qui est léger, ce qui est liquide, ce qui est solide. C'est l'instruction. On ne peut pas prendre ça à l'école, à la maison. Ce sont des petites connaissances qu'on vous donne, qui concernent aussi bien la matière que l'esprit. L'amour, c'est l'esprit. C'est un impact matériel, mais c'est l'amour. Le respect, c'est l'esprit. L'enfant, on pense. C'est déjà l'instruction. Mais après, quand il devient jeune homme, quand il devient adulte, nous entrons dans le fond, l'approfondissement des matières. C'est-à-dire que maintenant, on vous donne la possibilité de maîtriser les sciences cognitives, de maîtriser
des choses qui vont vous permettre non seulement de réaliser, mais ensuite de les acquérir. C'est cela donc la situation de l'avoir. La production de connaissances, la production de matière et bien entendu l'acquisition de ces matières pour bien vivre. Pour bien vivre. Et nous recherchons tous l'épanouissement individuel et sociétal. Dans l'instruction, sur les canoniques, on n'instruit pas l'homme sur toutes les fonctions civilisationnelles. Non. À cause de la complémentarité des genres, l'homme doit apprendre des choses. Il est investi de certaines fonctions. La fonction de procréation. L'homme participe à donner la vie. Et ensuite, la fonction de protection et de sécurité. Donc, quand vous faisiez des rites, ce sont ces fonctions-là que vous apprenez à assumer plus tard. On n'apprend pas aux femmes de protéger, bien d'assurer la sécurité. Ce n'est pas le rôle de la femme. Elle n'est pas psychologiquement, elle n'est pas biologiquement fabriquée pour cela. C'est l'homme. Donc on lui apprend comment gérer ses fonctions. Et puis il y a naturellement les productions. C'est ce qu'il a réalisé. Donc on va apprendre à construire des armes à feu, ou bien des armes pour aller faire la guerre, ou bien pour aller à la chasse. Ça, c'est du rôle de l'homme. Et puis la femme, elle a aussi ses fonctions civilisationnelles. C'est la procréation, elle donne la vie. Et parfois, elle peut perdre la sienne. Mais c'est une fonction très importante pour la femme. Elle est même vitale, capitale, parce qu'elle peut perdre la vie. Ce n'est pas le cas pour l'homme. Quand je parlais de pourcentage. Et vous, on était conscient de ça. On n'a pas passé la procréation, mais elle n'est pas là pour la protection et la sécurité. Elle est là pour assurer l'alimentation et la santé. C'est le rôle de la femme. Elle assure l'alimentation, la société et la santé. Je le dis pourquoi? Parce que dans l'Égypte antique, la première femme médecin, elle s'appelait Péséchette. Péséchette. Elle était obstétricienne. C'était la chef, la prêtresse de médecine, s'agissant des questions obstétricales. C'est-à-dire la gynécologie. Péséchette. Nous sommes en 2700 avant notre ère, c'est-à-dire au 3e millénaire. 1000 ans après Narmer. Le premier homme médecin, c'est Ezira. Il était chirurgien dentiste. 2600, 100 ans après. Donc, on pense qu'effectivement, en termes de santé, ce sont les femmes qui ont joué ce rôle en premier. Pourquoi? Parce que comme nous sommes devenus des sédentaires, on a commencé à cultiver la terre. Et nous avons accédé justement au rapport que l'homme entretient avec la terre, c'est-à-dire les plantes. C'est la femme qui nourrit l'enfant. Quand on est malade, elle sait quelle est la plante qu'il faut pour le soigner. Voyez-vous? Donc elle accède à la connaissance médicinale, mieux que l'homme qui lui est à la chasse, qui vient parfois à la guerre, qui vient à la construction de pyramides. Donc, la femme, en plus de la santé, est aussi celle qui a assuré l'alimentation. Vous allez voir que ce sont les femmes qui vont en forêt pour planter les cultures gruyères. Les miam, ce sont les femmes qui font ça. Elles font ça depuis la nuit des temps. Sont-elles les premières qui ont appris aux hommes que la terre où elle est là peut nous apporter la nourriture? Quand à l'époque on était des nomades, c'est-à-dire des chasseurs, des cueilleurs, et puis des pêcheurs. On relevait la nourriture de la terre, et puis quand il n'y avait plus, on bougeait, on était nomades. Les femmes qui vont dire que la terre où elle est là, on peut. Comment elles ont su? Je n'en sais rien. Mais elles ont su que la terre là peut nous nourrir. Dès l'instant on a su ça, nous sommes devenus sédentaires agricoles. C'est même là l'origine de la civilisation matriarcale, comme l'explique chez la Job. Et ça, c'est un autre exposé qu'on pourra faire plus tard. Comment les femmes sont à l'origine de l'alimentation, comment les femmes sont à l'origine de la santé, et comment elles vont participer à la production de la civilisation matriarcale. On dit pas la civilisation féministe, matriarcale. Parce que chaque individu a une maman. Chaque individu a une maman. Le matriarcat, c'est ça. Fait référence à la mère nourricière, pas la femme.
même si la mère est une femme. Ce n'est pas la même valeur. Bien. Quels sont les procédés de transmission et d'apprentissage dans le cadre de l'instruction? Ce sont les langues. Et là, ce ne sont plus les langues maternelles ou bien les langues conjugales, ce sont les langues officielles ou les langues de travail. Le Mali d'Assimi Goïta a décidé que la langue française sera désormais une langue de travail. Parce qu'elle s'est imposée aux Maliens pendant la colonisation. Ils vont certainement faire du Bambara, qui est la langue la plus parlée, la langue officielle. Vous savez que l'Union africaine dit que la langue continentale, c'est le Swahili. Donc, bientôt les Africains auront leur propre langue. Et quand ils auront aux conférences, ils parleront dans leur langue. Il y aura des traducteurs. C'est possible que nos langues soient transcrites par l'écriture, qu'elles soient parlées, puis qu'elles soient lues. Donc nous devons aller vers des langues officielles africaines. Africaines, pour ne pas dire kamite. Production, connaissance, production civilisationnelle masculine. Il y a des métiers que les gens font et cela relève de ce qu'ils doivent apporter, à la société. Il y a des métiers pour les femmes et donc les travaux que les femmes réalisent pour la société. Il faut vraiment qu'on arrive dans la régénération de la personnalité africaine à faire en sorte que l'homme et la femme ne s'opposent pas en adversaire, en rivalité, comme c'est le cas en Occident. Et c'est en train de très mal tourner en ce moment chez eux, on le voit. Il faut qu'on revienne à une compréhension de sagesse où la femme et l'homme comprennent qu'ils sont complémentaires et que cette complémentarité exige d'eux qu'il n'ait pas à être en rivalité. Il y a des champs où effectivement l'homme et la femme peuvent exercer. Des champs qui renvoient à l'esprit. Il y a des femmes qui sont dans la mathématique, ou bien en astrophysique, ils ont aussi pas de problème. Mais on voit mal les femmes aller faire la guerre, par exemple, ou bien aller être au port des dockers. Donc quand les femmes parfois revendiquent l'égalité, parce que bon, c'est bien davantage de l'Occident, l'Occident est une civilisation patriarcale, où la femme a été méprisée, la femme était une objet, la femme était l'esclave, elle n'a pas de droit. C'est cela la civilisation patriarcale. Et les Eurasiatiques pratiquent depuis très longtemps. Les Africains ont aussi pratiqué la civilisation matriarcale. Dans la civilisation matriarcale, la femme est respectée. Elle a des droits dans des secteurs mixtes, et puis elle a plus de droits dans certains secteurs qui sont ici, et moins de droits dans les secteurs qui sont absolument là. Il faut qu'on arrive à cela. Il faut garantir la cohésion. Il faut bien gérer la complémentarité du genre. Voilà les enseignements que nous allons avoir progressivement. Et que dans le passé, nous pratiquions à travers les luttes. Maintenant, regardons le modèle de l'Égypte antique. Je ne vais pas insister davantage, parce que ça a été dit. Il y avait à Kama, en fait, deux types d'enseignements. On va dire l'enseignement simple de sagesse, Sébaïte, je vais donner les éléments. Et les populations qui étaient concernées, c'était les jeunes, en fait. On va dire c'est le primaire, voilà, le secondaire aujourd'hui. Donc, le pré-primaire, primaire, secondaire. Voici l'enseignement que l'on donnait à un enfant, tout petit déjà. Si nous les écartons, on dit Afian, Aze, on dit aussi Koulou, Aze, on dit aussi Omdani, bien Mikala. Voilà. Ça, c'est vraiment le niveau là. Et c'était donné en fait à tous les enfants dans l'adolescence. Particulièrement pour certains sujets aux classes privilégiées. Et déjà à partir d'un certain niveau, les informations qu'on déjà à ceux qui vont jouer un rôle beaucoup plus important. Là, ce sont les enfants qui appartiennent à la classe royale, à la classe aristocrate, sacerdotale, les prêtres, ou bien les fonctionnaires. Et le lieu, c'était la résidence des parents, là où était l'enfant. Et vous avez le père homme. Enfin, les matières que l'on donnait à l'enfant.
il y avait la maths. Donc, très tôt, on appelait à l'enfant ce que c'était que la maths. C'est un concept central. C'est l'ordre cosmique. La justice, la vérité. Et donc, l'enfant devait incarner cela. Dès l'enfance, si vous voyez un peu, on apprend à l'enfant à dire la vérité. On apprend à l'enfant à être juste. On apprend à l'enfant à participer à l'ordre. Tout petit. Et quand il grandit, c'est qu'il fait. On apprend à l'enfant à avoir un bon comportement. Quand vous lisez les Carnus de la maths, ou quand vous lisez les 77 commandements de la maths, eh bien, c'est ça. Il faut éviter d'être partial, il faut essayer d'être juste, il faut éviter la corruption, il faut éviter le faux témoignage, il faut éviter de tromper. En fait, ce que demande de faire Machiavel, en fait. Machiavel demande de faire exactement l'inverse. Aujourd'hui, les gens sont fiers de dire qu'ils ont lu Machiavel, ils sont issus de Machiavel, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans l'anti-Machiavel. C'est une situation qui est aux antipodes de celle des Africains. Il faut avoir de la modération. Il faut être modeste. Il faut respecter l'ordre établi. Voyez-vous, ce sont des règles. Ce sont des règles qui ont été enseignées à l'enfant quand il est petit. Et qu'on va aussi l'enseigner quand il sera grand. Mais votre avis, vous construisez des pyramides pendant 40 ans. Je suppose qu'il n'y a pas eu de guerre. Commencez à construire, par exemple, un bâtiment. S'il y a la guerre, quand vous voyez les guerres en Occident, on brûle, non? Vous n'avez rien. En réalité, si nous avons pu avoir près de 3000 ans, 3000 ans de paix et de calme en Afrique, parce que l'enseignement formatait les enfants qui respectent l'ordre, qui soient pris. Il y avait la paix. Et quand il y a la paix, on peut réaliser de grandes choses. On peut construire des pyramides. On peut construire des temples mégalithiques. On peut construire des sphinx. On peut accéder à des niveaux de connaissances très élevés. Quand il y a la guerre, ce sera possible. Et l'Afrique a reculé dès qu'elle a commencé à subir les guerres qui venaient de l'Asie. Voyez-vous? Les guerres eurasiatiques ou eurasiennes. Et regardez, 3000 ans en Occident, qu'est-ce qu'il y a comme construction? Rien. Ils passent leur temps à faire la guerre, à tuer, à brûler. À tuer, à brûler. Mais vous ne construisez pas. La première construction en Europe, le premier temple, c'est le temple de Minos. Et ce sont les Africains qui sont venus construire ce temple. Quand on vous explique la légende de Minos, comprenez, qui vient d'Afrique. Donc, lorsqu'ils ont commencé à avoir des temples chez eux, des constructions géométriques, ça vient d'Afrique. Aujourd'hui, ils ont bien avancé, c'est vrai, mais ils nous ont retardé avec l'esclavage et la progression. Mais nous pouvons attraper notre retard. Il faut déjà pour cela que l'on prenne conscience de ce qu'on a perdu, qu'on essaie maintenant de redevenir une nouvelle personne. Regardons maintenant les pères. Alors, là, je vais quand même essayer d'être un peu plus précis. Puisqu'on a parlé de ces choses sans entrer dans les détails. Les enseignements égyptiens, donc on peut dire Kamit, du père Ankh, donc la maison de vie. Père, ça veut dire la maison, ça veut dire le temple. Ankh, alors la croix Ankh. Quand vous entendez la croix Ankh, c'est ça la croix Ankh. C'est la croix de la vie. La vie éternelle. Les chrétiens ont enlevé le rond, ils ont juste mis une barre. Voilà. Et dans cette croix de la vie là, bien, vous avez le symbolisme de l'appareil génital féminin et de l'appareil génital masculin. Ce sont eux qui produisent la vie. Les Égyptiens avaient déjà ça. Mais nous parlons de temps de vie éternelle, spirituelle. Donc, dans la maison de vie, on apprend à l'homme, on apprend à la femme comment se comporter dans cette vie et dans le monde. Ce sont les enseignements que l'on donnait notamment. Et c'était, on dit, des institutions éducatives supérieures. On a vu que le Hatsebaï, c'était déjà le petit niveau. Là, on est maintenant au niveau de niveau supérieur. C'est-à-dire l'université, si vous voulez.
Et c'était dédié à la formation des élites. Pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a accédé au Pharaon. En Égypte, en Égypte antique. Bien entendu, nous allons reformuler ça autrement. Mais comme disait le sèche Moulema, pardon, et puis le maître Akam, les informations que l'on donne aux profanes. Et puis il y a d'autres qu'on donne seulement aux initiés. Là, nous étions au niveau des initiés, c'est-à-dire les scribes, les prêtres, les médecins. Ceux qui allaient jouer un rôle très important dans l'administration de l'Égypte pharaonique. Et ils étaient formés dans les domaines très avancés de la science, la philosophie. Ici, religion, moi je dirais plutôt spiritualité. Je suis allé sur Google et, voyez-vous, la terminologie montre que c'est vraiment les Occidentaux qui parlent de nos choses. Quand nous, on ne dirait pas la religion, on dirait spiritualité. Parce que la religion, c'est une spiritualité adossée à des ambitions géopolitiques de puissance. Ah. Or, la spiritualité, c'est donner à l'homme la possibilité d'avoir les éléments pour qu'il grandisse. D'abord avec un tuteur, puis tout seul. Donc, le concept de la maths est un concept central qui vient à tout moment. Quel que soit le niveau d'échelle, on vous ramène à l'élément fondamental qu'est la maths, pour que vous ne perdiez pas les pédales. Les pédales qui ont été perdues dans la civilisation occidentale. Lorsqu'elle a mis de côté la vérité, elle a pratiqué le mensonge. Elle a mis de côté l'injustice, elle a pratiqué l'injustice. Elle a mis de côté l'ordre, elle a pratiqué le désordre. Dès cet instant, malgré les connaissances, elle est sortie de la réalité harmonique. Et on connaît maintenant tous ces déséquilibres qu'il faut maintenant corriger. Je pense pour ma part que l'Occident est disqualifié pour arranger le mal qu'il a commis. Il est disqualifié. Il n'a pas les outils. C'est nous qui avons les outils. Et pour cela, il faut qu'on revienne, qu'on prenne le contrôle et qu'on leur montre comment les choses se passent. Et ils seront bien obligés d'accepter. Parce que dans quelques années, c'est peut-être l'Afrique qui sera la première puissance mondiale. On en parlera une autre fois. Non, je dis ça pourquoi? En parenthèse. J'ai regardé dans Google. Et, à votre avis, quelle sera la population de la Chine en 2100, à la fin du siècle? Bien malin, je me réponds. La population de la Chine, à la fin de ce siècle, en 2100, sera d'environ 700 millions d'habitants. Ils vont partir de 1,4 milliard à 700 millions. Ils vont perdre de moitié la population. Pourquoi? Parce qu'ils font de moins en moins d'enfants. Et parce que le taux de remplacement n'est pas identique au taux de mortalité. Donc, on meurt plus, mais il n'y a pas d'enfants pour venir compenser les départs. Donc, ils vont perdre de moitié d'ici 115 ans de population. Ils en sont conscients, les chiffres sont sortis. Pareil pour les États-Unis. L'Europe, aujourd'hui, est à 416 millions d'habitants. 460 millions d'habitants, pardon. Si elle pratique l'immigration, comme le souhaitent certains, elle sera à environ 416 millions d'habitants en 2100. Mais si elle pratique la non-immigration, comme le veulent aujourd'hui les régimes d'extra-droite qui prennent le pouvoir, elle tombera à 295 millions d'habitants. L'Inde, aujourd'hui, qui est le pays le plus peuplé, qui a battu la Chine en 2023, parce que l'Inde est maintenant à 1,515 milliard d'habitants, eh bien l'Inde, en 2100, aura à peu près la même population. Maintenant, je vous donne la population africaine. La population du continent africain. En 2050, la population africaine sera la population qui comptera le plus de jeunes. Sur 3, un sera africain. Un jeune sera africain dans la planète. Mais en 2100, nous serons au minimum 3 milliards 800 millions, au maximum 4 milliards 200 millions. C'est-à-dire que si le continent africain devient un État fédéral continental des États-Unis, nous sommes la première puissance de la fin de ce siècle, avec près de 4 milliards d'ennemis. Quand le pays qui suivra, ce sera l'Inde, avec 1,5 milliard.
on aura presque 4 fois plus de personnes qu'en Afrique. Ça, c'est déjà un atout, la démographie, c'est très important. Deuxième atout, c'est la jeunesse. La jeunesse la plus importante va se trouver en Afrique, et pas ailleurs. C'est la jeunesse qui porte l'inventé, c'est elle qui porte le dynamisme, c'est elle qui porte la compétition. Ce n'est pas tout. Nous sommes le continent en réalité le plus riche de la Terre, avec nos matières premières. Voilà pourquoi aujourd'hui, les puissances n'arrêtent pas de nous diviser, de nous morceler, de créer des guerres pour que nous ne puissions pas être indépendants et capables de gérer nos richesses pour nos populations. Nous sommes le continent le plus riche de la Terre. Le plus riche de la Terre. C'est plus dans 3 atouts. Ce qui manque maintenant, c'est les hommes africains, sans complexe, qui prennent le contrôle de leur pays, qui donnent la vision. Dès que ça va arriver, dans le style de l'AES, c'est Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Chani, si on pouvait réveiller les artistes Lumumba, le Kwame Nkrumah, le Thomas Sankara, le Nobé, s'ils pouvaient revenir, eh bien, vous allez voir comment l'Afrique va complètement changer de main. Et si on a fait ce travail de retour aux sources familles, vous voyez, on a tous les atouts pour devenir la prochaine puissance de ce monde. Et là, on pourra montrer aux gens comment on peut être très puissant et respecter les autres, à cause de la marque. Vous voyez, la marque, qui prône la modestie. Donc les impérialismes sont excessivement arrogants. Donc, le père Ankh, les populations concernées, c'est l'élite. C'est-à-dire les prêtres, les scribes, les médecins, les astronomes. Ce sont eux qui étaient enseignés dans les pères Ankh. Et le lieu, c'était quoi? Mais c'était, comme on disait, des temples. Et quand on dit temple, c'est pas que c'était un temple spécial où on apprenait les enseignements du Père Ankh. Non, dans le temple, voyez-vous, il y avait des aspects qui étaient dédiés. Dans le temple, il y avait des aspects qui étaient dédiés à certaines matières. Là où, quand je lis par exemple, ils disent que le Père Ankh, ou maison de vie, n'était pas un temple unique, mais une institution intégrée dans de grands complexes de temples égyptiens, agissant comme bibliothèque, comme école et centre médical pour savoir. Les temples de Kom-Ombo, pour ses aspects médicaux avancés et sa maison de vie. Le temple de Karnak, grand centre de savoir. Le temple de Edfou, pour la conservation des textes, donc les scribes, sont des exemples où ces fonctions étaient prépondérantes, bien que de nombreux autres sites, comme le Ramesséum, c'est-à-dire l'université, possédaient donc des structures similaires pour perpétuer les connaissances religieuses, scientifiques et médicales. Voyez-vous? Donc, en fait, il y avait des matières, quand on est dans ce temple-là, on vous apprenait ces matières selon que vous étiez médecin, selon que vous étiez astronome, selon que vous étiez scribe. Et donc, les grands temples qu'on connaît sont les temples de Bénéfer, le temple de Memphis, temple de Ouassek, temple de Thèbes. Je cite que ces deux temples, il y en avait beaucoup. Et quand les Pythagore, les Thalès sont venus, c'est dans ces temples-là qu'on les a mis. Et ils accèdent à ces connaissances-là. Voyez-vous? Alors, naturellement, les matières de l'enseignement, on revient à ces aspects-là. La maths, la sagesse hébraïque, le cas, comme il a expliqué, je n'insiste plus, avec les disciplines de base, calligraphie, quand je disais qu'il faut qu'on formalise nos langues, c'est ça, c'est important, il faut savoir la calligraphie. Je ne parle plus des autres aspects, qui sont les calculs, les dessins, le savoir supérieur, voilà. L'histoire, nous avons besoin de défalsifier l'histoire, et la géographie, nous avons besoin de la reprendre. Je vais donner quelques éléments, je ne vais pas insister. Et puis les sciences religieuses, plutôt les sciences spirituelles, la connaissance du culte divin, présentation des textes religieux. Alors, je termine quand même sur le rôle, la structure du Père Ankh. L'éducation holistique. Holistique, c'est l'ensemble, tout. Quand on dit holistique, n'ayez pas peur du mot, ça veut dire tout. Ça fait très savant, l'éducation holistique. Donc, ça vise l'éducation complète. Voilà. Aussi bien les aspects physiques, les aspects mentaux que les aspects spirituels.
Donc, on se contente pas d'une simple instruction, on essaie de donner l'ensemble. Vous avez l'homme complet. Quand vous prenez une décision, vous voyez tout de suite les impacts que ça peut avoir sur l'ensemble de votre vie, sur l'ensemble de la société. La transmission. Au départ, c'était à la maison, mais après, c'est dans les temples, dans les écoles. L'objectif, c'est important, c'est ce que nous recherchons. Former des citoyens respectueux de la maths, capables de maintenir l'ordre social et perpétuer les connaissances pour une vie après la mort. C'est ça la réussite. Et oui, l'objectif est purement spirituel. Nous ne sommes pas dans le consumérisme, l'acquisition de biens qui ne servent à rien quand tu meurs, tu laisses ça. Alors, comment peut-on aujourd'hui, conscient du traumatisme que nous avons reçu, des pertes subies, comment peut-on essayer de nous ressourcer, de reprendre le contrôle du destin africain? C'est la question de fond. Et d'abord, le préalable. Il y a des vérités qui sont établies, mais qui sont mensongères, qu'on apprend à nos enfants à l'école, et que nous répétons parfois à la télévision comme ça. On ne peut pas construire sur les mensonges, c'est pas possible. Un préalable, c'est d'abord de commencer par dénoncer la falsification eurocentrique de l'histoire. C'est important. Par exemple, ils disent que l'Égypte est blanche. C'est faux. D'accord? Si vous regardez les différents Shemsou, Mat, Shemsou Or, c'est-à-dire les pharaons, les premiers pharaons de la dynastie Tinite, qui sont là au 4e millénaire. Si vous commencez à regarder rien que les visages, parce qu'il y a leur statut, il y a leur buste, il y a leur portrait, et vous allez voir ce sont les Africains. On ne peut pas dire que l'Égypte est blanche, alors que ceux qui l'ont créée, ceux qui ont réunifié la haute, la basse Égypte, étaient des Africains. On ne peut pas le dire. Je parle du miracle grec, c'est ce que disait le Shemsou Mat tout à l'heure. Comme par hasard, les Grecs ont découvert beaucoup de choses. Non, ils auraient pu quand même citer les sources. Que ça là, quand vous voyez la médecine là, c'est pas moi Hippocrate, hein, c'est Imhotep. Parce qu'on connaît pour chacun de ces Grecs là, les maîtres qu'ils ont enseignés. On le sait. Les temples qu'ils ont été. Donc il faut simplement mettre ça sur la table. Et quand il parle de renaissance européenne, c'est la même chose. Ce sont les connaissances des Africains amenées par les Arabes qui ont conquis l'Égypte. Ces Arabes sont montés, on les appelle les morts. Voilà, les morts, ce sont eux qui ont apporté la grande civilisation en Occident. Ils ont commencé par l'Espagne, à Cordoue, la ville de Cordoue. C'est là-bas où a commencé la connaissance en Occident, les universités. Et après, c'est monté. En France, en Italie. On donne l'impression que ce sont des penseurs européens. Non. Ce sont des penseurs qui sont venus par les Arabes et qui, à l'origine, étaient en Afrique. Les Arabes, comme vous le savez, ont conquis l'Égypte. Donc, nous devons non seulement dénoncer cette falsification eurocentrique, mais il faut déconstruire le modèle arien. C'est quoi le modèle arien? C'est un modèle qui est basé sur, d'abord, le mensonge, la falsification, et sur le sentiment de supériorité, le racisme, la hiérarchisation des races. Ça, le modèle arrive. Maintenant, quand vous regardez ça, vous comprenez que quelqu'un qui vient chez toi et tu as produit une grande civilisation. Par la force, il s'impose. Quand toi tu as fait l'habitude de régler tes problèmes par la parole, par la parole. Lui, il vient avec l'épée, il vient avec le canon, il s'impose. Ok. Il prend le contrôle de ta terre et il prend même le contrôle de ta civilisation. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place deux choses qui sont importantes et contre lesquelles nous luttons encore aujourd'hui. Première chose, il met en place le racisme. Tu ne lui as rien fait de mal, mais il va créer une réalité de violence pour que tu passes tout ton temps d'abord à résister à cette violence, à sortir la tête de l'eau. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire aux Blancs pour qu'ils soient si racistes? En réalité, tu comprends que si on te laisse la paix, tu vas pouvoir accéder aux informations qui ont été falsifiées.
Et tu pourras remettre en cause sa prétendue suprématie, puisqu'il prétend que c'est lui qui a mené la science. Il a falsifié l'histoire, il fait croire que c'est lui qui est à l'origine de tout, mais il a besoin que tu ne puisses pas venir contredire. Si tu es en permanence en train de vouloir sortir la tête hors de l'eau raciste, tu n'as pas le temps de venir contester son imposture. Tu n'as pas le temps. Donc il a besoin du racisme pour nous divertir, pour nous écarter, et il a besoin de la falsification pour faire croire que c'est lui qui est à l'origine de toutes les sciences. Donc nous avons besoin, pour reconstruire sur un autre modèle, un, dénoncer la falsification, dire qu'il est un imposteur, qu'il est venu apprendre chez les Africains, on a les preuves de cela. Et deux, combattre le racisme du même coup. Parce que dès l'instant où on a démontré la falsification eurocentrique, on comprend que le modèle arien repose sur rien de vrai. Ça, pour moi, c'est un préalable. Ça a commencé. Le premier qu'il a fait, c'est Joseph Anténor Firmin. Il n'est pas très connu, c'est un haïtien. Et Cheikh Anta Diop a été un de ses plus brillants élèves. Aujourd'hui, voyez-vous, nous arrivons maintenant à prendre la parole devant un parterre occidentaux, ce qui n'était pas le cas en 1945, et puis leur dire que vous montez dans la porte des preuves du mensonge. Et comme on veut tous discuter sur la base objective et scientifique, on leur dit, démontrez-nous que ce qu'on dit est faux. Montrez que Narmer n'est pas un noir, lui qui a réunifié la haute et la basse Égypte. Montrez que la civilisation égyptienne est une civilisation de nègres. Montrez-le. Ils ne pourront pas. Ils ont les artefacts, ils ont les fossiles, ils ont les pyramides d'Égypte, quand je peux. Et comme disait Michel Somat, avec une démonstration pentagonale ou quinaire, il est difficile pour eux de s'en sortir. Purement scientifique, il faut qu'ils viennent démonter chacun des arguments. Ils ne pourront pas le faire. Ils n'ont pas les moyens. Ils sont basés sur le mensonge. Les langues. Les langues qu'il nous faudra apprendre, ce sont les africaines, je ne reviens pas là-dessus. Il faudra surtout qu'on les formalise, qu'on puisse les lire, qu'on puisse les écrire, qu'on puisse les parler comme on les parle aujourd'hui. Et puis il faut apprendre le littérature, c'est important. Je pense que nous avons perdu notre temps à apprendre le latin. Nous avons perdu notre temps à apprendre le latin. Un jour, il faudra qu'en Afrique, depuis la classe du CP1, on apprenne, et puis ce sont les idéogrammes, ce sont des images, les enfants comprennent ça facilement. On doit pouvoir apprendre le Middle Nature à un enfant à partir de la 6e. Et quand il apprend le Middle Nature, il va apprendre aussi sa même langue maternelle ou sa langue maternelle, il va se rendre compte que, mais il y a des liens. Il le fera facilement. Ce que nous on a fait difficilement à 50 ans évolue, lui, à partir de 6-7 ans, il va bien voir les parentés entre le Middle Nature, langue de son père, langue de sa mère. Donc ça, c'est important. Formaliser les langues africaines pour qu'elles soient lues, parlées et écrites, et apprendre la langue antique. Camille, qui était un début d'études. Quant au programme éducatif Camille, bon écoutez, je vais parler là-dessus, spiritualité, la géographie, l'histoire, les sciences exactes dures, les sciences sociales. Comment maintenant réaliser ça? Alors, tant que le maître sera puissant et qu'il aura avec lui les outils pour imposer sa vision qui est fausse, mais qui passe pour vrai, la mise en place du modèle sera différente, sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des Africains qui doutent d'eux et qui sont tout persuadés que même si nous, les Camille, qui sont dans le vrai, ils vont préférer croire ce que disent les maîtres occidentaux, avec qui ils sont partis liés aussi sur le plan financier, pas l'ignorer. Mais sur le plan intellectuel, ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de bagages pour s'opposer à l'homme blanc. Ils vont continuer à voir le mensonge. Surtout quand on les a élevés au rang de docteur, au rang de professeur, au rang d'avocat. Voyez-vous? Donc, il y a des Africains qui ne vont pas accepter de nous suivre. C'est parce qu'ils n'ont pas le niveau, ou parce qu'ils continuent à penser que non, c'est l'homme blanc qui a réussi. C'est lui qui est développé. Comment moi je continue à vous croire alors que la vérité est ailleurs? Donc, il faut d'abord, pour ces Africains-là, que nous assistions au déclin de l'Occident collectif. C'est un préalable. Il faut qu'ils voient leur modèle s'effondrer, comme c'est le cas actuellement. Regardez par exemple l'autorité morale. Les Blancs étaient en train de nous dire qu'il faut respecter la vie, il faut sacraliser la vie, que toutes les vies se valent, n'est-ce pas? Et qu'ils prenaient même la démocratie. Bon, on a eu en même temps la guerre en Ukraine, en Russie, et puis en Palestine et en Israël. Vous avez vu l'attitude des Européens? Ils ont fait du deux poids, deux mesures. En fait, ils ont révélé au grand monde, au cours de ces deux crises-là, leur véritable visage. Que nous, Africains, on connaissait.
Mais ce sont leurs propres médias qui ont montré comment est-ce qu'ils traitaient la crise russo-ukrainienne et puis la crise israélo-palestinienne. On a bien vu leurs préférences. On a vu que la vie d'un Ukrainien, d'un Caucasien, comptait plus que la vie d'un Palestinien. Qu'en réalité, ils sont restés racistes. Et que c'est une politique raciste qu'ils ont toujours menée, en la cachant, bien entendu, sous le manteau de la démocratie, des droits de l'homme. Mais tout cela maintenant devient évident pour les Africains. C'est de plus en plus clair. Et même leurs derniers soutiens africains vont finir par se ranger. Regardez l'AES aujourd'hui. La France a beaucoup de problèmes à faire son budget. La grande France a beaucoup de problèmes à faire son budget. J'ai même vu dans le finance que l'AFD voulait nous aider à concurrence de 100 millions. Je dis, mais l'AFD, Agence française de développement, tu peux nous aider comment? Tu as du mal, toi, à mettre en place un budget de 3 000 milliards de francs d'euros. Alors la France est endettée à près de 157 milliards, mais elle pense qu'elle va venir des Africains, c'est du pipeau. Mais pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'elle est en train de perdre, justement, des sites juteux qui lui permettaient d'avoir son statut. Elle a perdu le Burkina Faso avec l'or, le Burkina Faso. Elle a perdu le Mali avec l'or. Elle a perdu le Niger avec l'uranium. Elle va bientôt perdre tous les autres colonies. Donc, ceux qui croyaient à la puissance étale de la France vont bien se rendre compte que mais non. La force de la France, c'était chez nous. Mais si la France, c'est chez nous, mais pourquoi nous ne nous organisons pas pour être nous-mêmes forts, comme l'était la France? Ça va être des raisons mathématiques là s'imposer d'ici 5 ou 6 ans. On attend simplement quand Macron partira à la tête de l'Élysée. Qui va le remplacer? Celui qui va le remplacer ne va pas changer la donne. Nous sommes en train d'une dynamique de souveraineté, et d'une manière ou d'une autre, les richesses africaines en même temps servir d'abord pour l'Afrique. Et là, les Africains vont comprendre effectivement que c'est nous qui avons vraiment toute la puissance financière. C'est nous qui l'avons. Et donc, dès l'instant où ce déclin va s'amorcer, qui va avoir l'émergence de nouveaux leaderships, on aura une bascule. On a une bascule. Cette bascule va augurer de l'avenir prometteur. Je continue. En tout cas, nous sommes dans cette dynamique. Parce que nous savons que c'est elle qui a la bonne dynamique. Certains n'aperçoivent pas encore, mais d'autres l'ont déjà vu. Alors, Kwame Nkrumah, à la suite en ténor Firmin, et peut-être aussi à la suite de Cheikh Anta Diop sur le plan politique, est celui qui montre en fait la voie à l'Afrique depuis très longtemps. Il a développé un concept qu'on appelle le conscientisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept-là, mais c'est Kwame Nkrumah qui a développé dans un livre qu'il a intitulé le conscientisme. J'ai voulu vous en parler avant de finir cet exposé. Il dit que le consensusisme est la philosophie et l'idéologie politique. Et nous sommes sortis de la compréhension intellectuelle et scientifique. Donc nous réalisons par la politique. Donc tout ce travail que nous sommes en train de vouloir faire pour nous régénérer, après il faudra avoir une ligne éditorialiste politique qui va s'en emmener. Moi, je vous suggère la ligne du conscientisme de Kwame Nkrumah. Il dit qu'il faut décoloniser l'Afrique. Nous sommes à la décolonisation politique, décolonisation militaire. Nous en sommes seulement. Hein. Ce qui s'est passé en 60, ce qui concerne les pays francophones, ce n'était pas une décolonisation, c'était une néo-colonisation. Mais quand même, comment il avait bien vu? Il a vu ses adversaires, le groupe de Monrovia, dont a parlé le Chamtou, dont a parlé un peu tout à l'heure. Donc, quand même, comment dit, voici les 4 grandes idées. Il faut une révolution intellectuelle et sociale. C'est ce que disait aussi le Shem Soumart. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il faut que nous commencions à réfléchir de manière totalement nouvelle. Quand nous aurons rejeté le mensonge, quand nous aurons pris conscience que nous sommes capables d'être nous-mêmes notre propre maître du destin, alors ça va tout changer. L'identité culturelle, c'est le retour. C'est le retour dont on parle. Nkwame en parlait déjà dans les années 50-60. Mais il n'est pas très lu. Ce ne sont pas les livres qu'on enseigne à l'université ou bien au collège. On a l'impression de découvrir ça dans les conférences. Mais ce sont des textes qui existent depuis très très longtemps.
Alors, il parle de socialisme et égalitarisme. C'est un peu la marque. Mais lui, il était un socialiste, il avait été gagné aux idées communistes socialistes. Donc, son approche est une approche socialiste, mais qui se rapproche quand même davantage de nos conceptions communautaires, des conceptions capitalistes qui élèvent l'individu. Et enfin, un aspect très important sur lequel nous, une génération, nous devons travailler, c'est le panafricanisme qui est en train de monter en puissance et qui dit aux Africains, soyez unis et vous pouvez vaincre les adversaires. Conclusion. Dans la sagesse indienne, dans les livres du Védas, il y a un concept qu'il faut retenir. C'est la roue perpétuelle du temps. Les Indiens disent qu'il y a une roue perpétuelle du temps. Perpétuelle, c'est ce qui existe toujours. Et la roue, là, elle tourne, n'est-ce pas? Le principe de la roue, c'est qu'elle doit tourner. Alors, hier, Cana était le berceau de l'humanité. Les hommes sont nés à Cana. On le sait, personne ne le dit. Mais c'est aussi le berceau des premières civilisations. Je vous ai dit en 3100, lorsque Nari-Mari réunifie la haute et la basse Égypte, où sont les Perses? Quand on construit les pyramides, où sont les Grecs? Quand on construit les temples de Karnak, quand on construit les statues mégalithiques, où sont les Latins? Où sont les Assyriens? Où sont les Chinois? Donc, nous avons été le berceau de l'humanité, nous avons été le berceau des civilisations. Nous avons essaimé la planète tout entière. Ils sont partis en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ils sont partis en Asie du Sud-Est, ils sont partis au Japon, ils sont partis en Chine. Ils sont même partis dans le Caucase. Et c'est de là-bas, du noir, qu'on est devenu blanc, qu'on est redescendu. Mais hier, nous étions le flambeau de l'humanité. Nous étions la référence, nous étions le soleil civilisationnel de la planète. Aujourd'hui, nous sommes dominés. Nous parlons une langue étrangère. Parce que là, en français, ce n'est pas la langue de mes parents. C'est une forme patente de domination. Quand tu parles la langue de l'autre, tu parles sa culture. Nous sommes dominés, il faut l'accepter. Mais ce n'est pas de notre fait. Ils sont venus par la violence. Ils ont pris possession de nos terres, possession de nos corps et de nos esprits. Et ça s'est passé après les différents traumatismes historiques que nous connaissons et qu'il n'est point besoin ici de rappeler. Mais demain, la route tourne, n'est-ce pas? Demain, nous pensons que Kama va redevenir le flambeau de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous avons une spiritualité qui est réellement humaniste et communautariste. Elle est humaniste pourquoi? Parce que malgré tous les torts que les gens nous font, il n'y a pas en Afrique, il n'y a pas chez les Noirs un sentiment de racisme, comme eux ils l'ont. Nous ne sommes pas racistes, nous continuons à aimer les gens. C'est parce que nous savons que nous sommes l'être premier. Ça peut expliquer cela. Ou bien parce que nous avons la mélanine. Les études disent que moins tu as de mélanine, moins tu as de l'empathie vis-à-vis de l'autre. Plus tu as de la mélanine, c'est de la peau noire, plus tu es empathique. Les études qui sont menées sur la mélanine. Il n'y a pas simplement que l'empathie, il y a aussi la force physique. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, nous, si demain on devient la grande puissance, je ne pense pas qu'on pourra se venger. On va amener les frères, là c'est dans la tradition Ubuntu. Et tu ne peux pas être heureux quand ton frère, lui, est malheureux. Et quand tu te situes sur le plan spirituel, tu ne vois pas la chair, la peau, tu considères que l'autre, même s'il s'est trompé, reste ton frère. Est-ce que vous voyez? Il y a la richesse que nous avons également en ressources naturelles et stratégiques. Et là, je n'insiste pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, il y a la ressource humaine. Nous avons la ressource humaine, la démographie, nous avons les richesses, nous avons la spiritualité, nous avons tous les ingrédients pour demain, pour devenir la puissance que nous étions dans le passé. Et de la même manière que l'Égypte antique distribuait du blé à tout le bassin méditerranéen, quand il y avait eu par exemple beaucoup de récoltes, on le voit dans la Bible, et de cette même manière-là, comme nous allons reprendre le contrôle de la terre, nous allons régler les questions climatiques, nous allons régler les questions entre les humains, nous allons faire en sorte que le monde se porte mieux.
C'est la conviction que j'ai, parce que nous en avons la mission inscrite dans nos gènes, nous en avons les capacités. Voilà, monsieur et dames, le propos que je tenais à vous livrer. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Amélie Max.